Il existe une blague selon laquelle un milliardaire ne se donnerait même pas la peine de se baisser pour ramasser un billet de 100 € car il gagnerait plus en ne faisant rien ou en continuant ce qu'il faisait. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les riches ne gagnent pas de l'argent comme vous et moi. Lorsque tu vois dans les journaux que de grands PDG gagnent des dizaines de millions d'euros en salaire, ils ne reçoivent en réalité pas un seul euro en cash. Même chose pour le fameux classement Forbes des plus grandes fortunes de ce monde, dont les montants affichés ne se composent que de très peu d'argent en cash sur un compte par exemple. Il s'agit majoritairement d'actions qui ne sont jamais vendues. Cela crée un système qui ne peut être exploité que par ceux qui possèdent des actifs. La plupart des gens pensent que la richesse est liée aux revenus. Tu travailles, tu es payé. Tu reçois peut-être une prime, une augmentation ou un baby-foot dans la salle de pause. On appelle cela l'illusion de la richesse. Si tout se passe bien, ta vie financière tourne autour du montant d'argent qui arrive sur ton compte en banque. C'est ce qui te fait vivre, c'est ton revenu. Mais ce n'est pas ainsi que les ultra-riches conçoivent l'argent. En fait, pour eux, le revenu n'est pas la solution, mais le problème. Car le revenu, c'est-à-dire l'argent qui t'est versé en échange de ton travail, est très fortement imposé en France et quasiment partout dans le monde. Tu gagnes 100 000 € brut? Bravo! Tu en perds en réalité 40 ou 50 000 en impôts et cotisations. Et si tu es dirigeant, c'est encore pire car il faut y ajouter les charges patronales. C'est la raison pour laquelle les personnes les plus riches de la planète l'évitent complètement. Steve Jobs, iconique fondateur d'Apple, ne recevait pour salaire qu'un euro symbolique. Warren Buffett touche un salaire de base de 100 000 $ par an depuis 40 ans. Sa fortune est pourtant estimée à 150 milliards de dollars en 2025. Le salaire de Mark Zuckerberg, 1 $. La liste est très longue. Tu crois vraiment qu'ils assument leur train de vie avec juste un euro symbolique? Non, ça c'est pour le marketing, pour faire bien publiquement. Pendant que la plupart des gens gagnent un salaire, les riches accumulent de l'actif, c'est-à-dire des actions dans des entreprises qu'ils ont contribué à créer ou dans lesquelles ils ont investi. Leur richesse ne se trouve pas sur des comptes courants ou des comptes chèques. Elle est immobilisée dans des actions, des entreprises privées, de l'immobilier et d'autres actifs qui prennent de la valeur. Et aucune de ces richesses n'est imposée tant qu'ils ne vendent rien. Et c'est là que le système fiscal favorise discrètement les actifs et le patrimoine par rapport au travail. C'est ce qu'on appelle la plus-value latente. Tu ne paies pas d'impôt sur les gains d'un actif tant que tu ne le vends pas. Ainsi, si ton investissement prend de la valeur, tu es plus riche sur le papier, mais tu ne dois rien au fisc. Imaginons, tu achètes un appartement à Marseille pour 200 000 €. Tu le mets en location, 15 ans plus tard, il vaut 320 000 €. Tu as encaissé des loyers et tu as pris 120 000 € en plus-value. Enfin ça, c'est sur le papier. Tu n'as pas soudainement 320 000 € sur ton compte bancaire. La valeur est bloquée dans le bien immobilier et tu devras le vendre pour accéder à l'argent. Et comme tu n'as rien vendu, le fisc ne va pas venir te demander de payer des impôts simplement parce que ton bien a pris de la valeur sur le papier. C'est ce que l'on appelle une plus-value latente. Si tu ne vends pas, tu ne paies pas d'impôts. Et les gens riches ne vendent jamais rien, car dès qu'ils vendent, ils déclenchent la douloureuse fiscale. Alors que la plupart des gens courent après les revenus et sont lourdement imposés pour cela, les riches construisent des structures qui leur permettent d'accroître leur richesse en silence et sans s'en rendre compte sur le papier. Cela soulève une question. S'ils ne sont pas payés en espèces, en cash, et ne vendent jamais rien, comment financent-ils alors leur train de vie? Je veux dire, l'argent liquide doit bien venir de quelque part, non? Eh bien c'est simple, ils entrent dans une banque, demandent des millions et les obtiennent presque gratuitement. C'est là que le véritable jeu financier commence. Parce que lorsque les gens ordinaires comme toi et moi contractent des emprunts, ils se retrouvent piégés dans l'endettement. Lorsque les riches contractent des emprunts, ils deviennent encore plus riches et le reste. Bienvenue dans le piège du crédit classique. Ainsi, lorsque la plupart des gens contractent un emprunt, économisent pour acheter une maison ou une voiture, ils s'engagent dans une relation financière dont les conditions leur sont fortement défavorables. Le ménage français moyen a une dette immobilière d'environ 110 000 €. Et avec un taux nominal fixe à 25 ans oscillant autour de 3,5% en juin 2025, soit près du double du taux d'il y a 2 ou 3 ans, ce n'est pas une dette facile à rembourser. Faisons le calcul. Un prêt de 250 000 € à 3,5% sur 25 ans signifie des mensualités d'environ 1 300 € par mois. Si tu respectes ce calendrier, tu rembourseras environ 390 000 €, soit 56% de plus que ce que tu as emprunté, 140 000 € de plus. Les premières années sont presque entièrement consacrées au paiement des intérêts. Tu payes pour le privilège de vivre quelque part, pas pour te constituer un capital. Les prêts automobiles et les prêts étudiants suivent le même chemin. Tu ne rembourses donc qu'une infime partie du capital. Mais ce n'est qu'une partie du fardeau, car tu paies ces prêts avec ton revenu après impôt. Cela signifie que tu paies à la fois l'impôt sur le revenu et ensuite les intérêts du crédit.
Et c'est cette double pression qui explique pourquoi la plupart des gens ne parviennent jamais à sortir de la course effrénée. Ils contractent des emprunts avec leurs revenus après impôt et paient à la banque des intérêts sur de l'argent qu'ils ne peuvent pas vraiment utiliser. Pendant ce temps, la banque n'assume aucun risque puisque tu as donné ton bien en garantie. Qu'il s'agisse de ta maison, de ta voiture ou de ton entreprise. Si tu ne payes pas, elle le reprend et le revend. Tu n'es pas propriétaire de ta maison, c'est la banque qui l'est. Tu ne fais que la louer jusqu'à ce que le dernier paiement soit effectué des décennies plus tard. C'est ainsi que le système tire profit des classes ouvrières et moyennes. Et tout cela parce que tu es considéré comme un client à risque. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que la banque ne se soucie pas vraiment de tes revenus. Elle se soucie de la sécurité de ton argent. Si tu gagnes 100 000 € par an, mais que tu n'as pas d'économie, pas de garantie et un emploi instable, tu es un cas à risque. Elle vérifie ton taux d'endettement et tes antécédents. En fait, tout ce qui permet de déterminer si tu seras en mesure d'effectuer ces paiements de manière fiable. C'est la raison pour laquelle une personne qui gagne 40 000 € et qui a remboursé le prêt immobilier de sa résidence principale est souvent plus solvable qu'une personne qui gagne 200 000 € et qui croule sous les dettes. Voilà pourquoi les prêts à la consommation ont des taux d'intérêt si élevés. Tu payes pour le risque perçu lié au fait de te prêter de l'argent. Nous arrivons donc à la stratégie de cette vidéo. Acheter, emprunter, mourir. Alors comment ça marche ? En moyenne, les gens empruntent des sommes énormes par rapport à ce qu'ils possèdent, au point qu'il leur faut littéralement des décennies de travail acharné pour les rembourser. Cela rend leur profil très risqué. Les riches, en revanche, empruntent une petite somme par rapport à ce qu'ils possèdent déjà. Cela réduit leur profil de risque et les banques les adorent pour ça. La stratégie acheter, emprunter, mourir se résume ainsi. Tu achètes des actifs qui prennent de la valeur et tu ne les vends jamais. Tu empruntes de l'argent avec ces actifs en garantie. Tu disposes ainsi d'argent à dépenser à ta guise. Puis tu meurs et tout recommence à zéro. Voilà comment cela fonctionne en détail. La première étape consiste à acquérir des biens, des actifs. Les riches ne cherchent pas à accumuler de l'argent. Ils acquièrent des actifs qui prennent de la valeur, des choses qui s'apprécient avec le temps. Cela inclut les actions, l'immobilier, les entreprises privées, la propriété intellectuelle et parfois même les œuvres d'art ou encore les terres agricoles. L'objectif n'est pas de revendre rapidement ces actifs. Non, il s'agit de les conserver le plus longtemps possible pendant qu'ils prennent de la valeur. C'est pourquoi tous les grands PDG sont rémunérés presque exclusivement en actions. La richesse ne se trouve pas sur un compte bancaire quelque part, elle se cumule dans les actifs. Et surtout, tant que ces actifs ne sont pas vendus, ils ne sont pas imposés. C'est l'idée fondamentale qui sous-tend les plus-values latentes. Si ton portefeuille d'actions passe de 1 million à 5 millions d'euros, ces 4 millions de gains ne sont pas imposables tant que tu ne les vends pas. Sur le papier, tu es plus riche et le fisc ne s'en soucie pas tant que tu n'encaisses pas. Il en va de même pour l'immobilier. Imagine que tu achètes un investissement locatif pour 300 000 €. 10 ans plus tard, il en vaut 900 000. Aucun impôt n'est dû sur cette plus-value de 600 000 €. Cela permet à la richesse de faire boule de neige. Mais la plus-value seule ne paie pas les factures. Alors comment faire pour vivre et acheter si tu vaux 10 millions d'euros par exemple, mais tu ne veux rien vendre pour ne pas payer d'impôts? Cela nous amène à l'étape suivante, emprunter. Lorsque tu disposes d'un portefeuille d'actions important, les banques sont impatientes de t'aider. Imaginons que tu possèdes 10 millions d'euros en actions LVMH ou en immobilier. Tu te rends dans une banque privée et tu dis « Je veux du cash mais je ne veux pas vendre mes actions ». Le banquier sourit et te répond « Bon, mettons en place un crédit lombard ou un crédit hypothécaire ». Ils évalueront tes avoirs et te proposeront une ligne de crédit basée sur un ratio prêt-valeur. Généralement de 50% pour les actions, de 60 à 70% pour l'immobilier, et potentiellement plus élevé pour les avoirs plus stables. Ainsi, si tu possèdes 10 millions d'euros en biens immobiliers, la banque pourrait t'accorder un prêt à faible taux d'intérêt garanti par tes actifs immobiliers, d'un montant de 6 à 7 millions d'euros. Pas d'impôt sur les plus-values et pas de vente requise. C'est ce qui se rapproche le plus de l'argent pas cher. Concrètement, dans ce cas de figure, tu peux par exemple contracter un prêt de 5 millions d'euros à un taux d'intérêt de 2,5%. Tu utilises 2 millions d'euros pour tes résidences secondaires, tes jets privés, ton personnel et tes activités philanthropiques. Tu investis 2,5 millions dans de nouvelles entreprises, de l'investissement immobilier ou des fonds. Et tu places le reste dans des actifs plus risqués à plus forte plus-value par exemple. Ton paiement annuel d'intérêt s'élève à 125 000 euros. Et même cela pourrait être déductible si tu l'as structuré correctement, quand tu réinvestis dans l'immobilier locatif par exemple. Pendant ce temps, tes actifs initiaux continuent de croître. S'ils atteignent 15 millions d'euros au cours de la prochaine décennie, tu pourras emprunter encore davantage, refinancer ou même restructurer ta dette. Tu as effectivement transformé ta richesse sur papier en capital utilisable sans déclencher aucun impôt.
C'est là que les règles auxquelles la plupart des gens se conforment ne s'appliquent tout simplement pas. Cela peut paraître incroyable, mais lorsqu'Elon Musk rachète Twitter 44 milliards de dollars, il ne sort pas un dollar de sa poche. Il fait ses emplettes grâce à ses actions Tesla placées en garantie pour obtenir un énorme emprunt octroyé par plusieurs banques. À savoir que ce genre de financement, comme le Crédit Lombard, est généralement accessible à partir d'1 million d'euros d'actifs. Ça peut être moins, exceptionnellement, mais il faut retenir ça. La plupart du temps, c'est du crédit in fine, c'est-à-dire remboursé à la fin le capital. Ça n'est possible que par le fait qu'un actif de valeur supérieure est mis en garantie. C'est donc réservé aux riches, d'où l'injustice. Si une personne ordinaire emprunte de l'argent, elle est soumise à des taux d'intérêt plus élevés, à des remboursements mensuels du capital et elle doit montrer patte blanche avec un salaire 3 fois supérieur, voire plus, qui lui-même est imposé avant même que la dette ne soit remboursée. Le système part du principe que tu représentes un risque. Mais lorsque tu possèdes déjà des actifs, tu es la garantie. Tu es leur partenaire. La banque est alors heureuse de t'accorder un faible taux d'intérêt et te verse les fonds en 72 heures même. Les clients fortunés des banques empruntent des dizaines de millions d'euros, renouvellent leurs prêts pendant des années et utilisent très probablement la même banque pour leurs investissements, leur planification successorale et leurs services de gestion familiale. Ainsi, même à un taux d'intérêt de 2 à 4%, cela représente une source de revenus considérable et sûre à long terme pour la banque. C'est pourquoi les riches paient moins d'impôts et ont plus facilement accès au crédit. 2 à 4%, c'est rien comparé aux 30 à 50% d'impôts sur le revenu. Ce qui nous amène à la dernière étape. La phase 3, c'est la mort. Imagine un grand-père qui possédait pour 1 million de dollars d'actions d'Apple dans les années 1990. En 30 ans, ces actions prennent de la valeur et atteignent 10 millions d'euros. Si le grand-père les revendait de son vivant, il devrait payer un impôt sur les plus-values sur 9 millions d'euros. En France, c'est la flat tax de 30%, soit 2,7 millions d'euros d'impôts. Mais grand-père ne vend pas. Au lieu de cela, il conserve ses actions jusqu'à la fin de sa vie. Et lorsqu'il meurt, tu crois que la succession c'est forcément des impôts massifs? Eh bien non, pas forcément, là encore. Dans certains pays, comme aux États-Unis, en tant qu'héritier, tu repars à zéro de plus-value. Ainsi, au lieu d'hériter d'actions d'une valeur de 1 million d'euros et de 9 millions d'euros de plus-value imposable, tu hérites d'une valeur de 10 millions d'euros. Techniquement parlant, tu n'as rien gagné. Ainsi, si tu vends les actions le lendemain, tu ne dois payer aucun impôt sur la plus-value. En France, c'est différent, mais tu t'en sors bien si tu connais les règles ou que tu es bien accompagné. Tu as d'abord l'assurance vie. C'est l'outil préféré des familles aisées. Chaque bénéficiaire peut recevoir jusqu'à 152 500 euros exonérés de droits si les versements ont été faits avant 70 ans. Et les gains du contrat ne sont pas imposables à la transmission. Dans un couple avec 2 enfants, chaque parent peut transmettre 305 000 euros à ses 2 enfants. Donc au total, ils peuvent transmettre plus de 600 000 euros en assurance vie, sans 1 centime de droit de succession. Le démembrement est un autre exemple. Tu donnes à ton enfant la nue propriété d'un appartement. Tu gardes l'usufruit, donc tu continues à toucher les loyers. Et à ton décès, ton enfant récupère la pleine propriété automatiquement, sans payer 1 centime d'impôt en plus. Exemple concret, tu lègues la nue propriété d'un T3 à ton fils, il devra payer les droits sur la valeur de la nue propriété uniquement. Par exemple, 60% de 400 000 euros, soit sur 240 000 euros. Puis à ton décès, il récupère la pleine propriété sans nouvel impôt. Il y a aussi les donations régulières. Tu peux donner 100 000 euros à ton enfant tous les 15 ans sans aucun droit de succession. Si tu es en couple, c'est 200 000 euros. Ajoute à ça les parts d'entreprise qui peuvent aussi bénéficier d'avantages, les transmissions croisées, les holdings et les montages d'experts, et tu réduis considérablement l'impact de la succession. Et qu'en est-il alors des crédits qui restent à ton décès? Eh bien, dans de nombreux cas, les personnes fortunées souscrivent en fait des polices d'assurance vie importantes spécifiquement pour rembourser leurs dettes à leur décès. Le paiement de l'assurance règle les prêts en cours et les héritiers reçoivent des actifs propres et libres de toute charge. Le transfert de patrimoine se fait en douceur avec des avantages fiscaux et de manière savamment orchestrée. Le propriétaire initial a vécu pendant des décennies empruntant sur des actifs qui prenaient de la valeur, payant un minimum d'impôts, bénéficiant d'une liquidité incroyable, puis a transmis sa fortune à la génération suivante en franchise d'impôts. Pas de vente, pas de revenus, pas de plus-value. Peu d'impôts sur les successions si tout est bien planifié. En fin de compte, le jeu est assez simple. Possède les bons actifs et le système travaille pour toi. Ne possède rien et tu travailles pour le système. Merci à toi d'avoir écouté jusque-là. Comme d'habitude, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire pour soutenir la chaîne. J'y parle d'investissement immobilier, Airbnb, mais aussi de patrimoine et de finances comme dans cette vidéo. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.